RCF Charente. En Charente Limousine sur 104.1. Conciliabule, le rendez-vous des petits Mickey. Ouvrir un café. Tout le monde, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos génériques spécialisés donc dans cette 49e édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême qui s'est ouverte donc mercredi soir avec aujourd'hui des invités qui sont évidemment Xavier Betaucourt. Alors je dis évidemment parce que on attend Étienne Aubury, le dessinateur donc d'un album que tous les deux vous avez réalisé ensemble aux éditions Phileas et qui s'appelle Monsieur le Commandant. Avec nous aussi en plateau Jean-Luc Loyer qui viendra nous parler d'une exposition, d'une conférence débat et d'un album qui sont sortis avec vous aussi, Monsieur Betaucourt, aux éditions Futuropolis et qui concernent donc, on va dire, la justice au quotidien, c'est la balance, le glaive et les fourmis. Jean-Luc Loyer, bonjour. Bonjour. Et enfin, on espère et on devrait l'avoir en deuxième partie d'émission, Nicolas Puzna qui viendra nous parler de Mégafauna, qui est un album sélectionné officiellement donc cette année pour le palmarès et qui est paru aux éditions Sarbacane. En attendant, donc, on va commencer tout de suite par parler de votre album, Xavier Betaucourt. Monsieur le Commandant, c'est adapté d'un roman célèbre de Romain Slocombe, qui est sorti en 2015, je crois, ouais, de tête. Je vais vous lire ma fiche. Ouais, on va faire plus. En tant, je ne sais plus. En tant que bon journaliste, normalement, j'ai fait une fiche. C'est ça, le roman est publié en 2011, il y a exactement 11 ans maintenant. Un roman très noir qui nous plonge dans l'occupation, avec un académicien français qui s'appelle Paul-Jean Husson, nous sommes en 42, et qui tombe fou amoureux de sa belle-fille qui a le malheur, on va dire, d'être juive, et va s'en suivre une espèce de cavale dans la France. Comment vous êtes tombé sur ce bouquin, et qu'est-ce qui vous a séduit dans le bouquin de Slocombe pour penser à en faire une adaptation en tant que scénariste en bande dessinée ? Je pense que c'est parce que c'est un des bouquins les plus forts, les plus durs qu'il m'ait été donné de lire. Je me souviens, en fait, quand l'éditeur m'a dit Xavier, est-ce que tu aurais envie d'adapter un roman où on lance la maison Phileas ? J'ai tout de suite pensé à ça parce que je me souviens de l'impression que j'avais eue à la fin de la lecture. J'étais dans mon fauteuil, je me rappelle très bien, j'ai refermé la page et j'ai fait non. C'est parce que c'est horrible. Et donc voilà. Alors après, il y a une démarche un peu plus intellectuelle sur des choses à expliquer, on pourra en parler. Mais la première chose, c'était vraiment la sensation de force, de puissance de ce roman qui était absolument incroyable. J'en suis ressorti nauséeux. Oui. Voilà, quand j'ai lu l'adaptation, je l'ai chroniqué, j'en ai parlé à l'antenne et j'ai titré en disant finalement c'est fort, mais ça pue, quoi. C'est-à-dire que ce qui nous est raconté est tellement écœurant sur la veulerie de certains Français durant l'occupation. Alors je crois, et vous allez me dire si on partage la même analyse, que ce qui est d'autant plus écœurant, c'est que Slocombe met en scène un académicien, un collègue de Pétain, de Maurras sous la coupole, et qui se comporte comme le dernier des fumiers. Il n'a même pas l'excuse d'être idiot. Voilà. Oui, c'est ça qui est terrible. Et c'est terrible, et c'est d'autant plus terrible que c'est quand même si c'est une fiction, c'est basé quand même sur des choses qui ont réellement existé. Donc c'est ça aussi, et c'est de se dire attention. Alors maintenant, donc je disais qu'il y avait des choses un peu plus intellectuelles derrière, plus réfléchies sur l'envie de raconter ça. C'est que, attention, certaines personnes, des gens qui sont intelligents peuvent essayer de nous manipuler. Le terme n'est peut-être pas exactement celui-là, mais en tout cas, voilà. Vous pensez à des polémistes célèbres ? Par exemple, ouais. Non, mais c'est vrai. Alors, soyons honnêtes, quand j'ai commencé à travailler sur ce bouquin, ce polémiste nauséabond n'existait pas. Voilà. Vous écrivez nausée avec combien de Z ? Avec quelques-uns, ouais. Et mais il rentre parfaitement là-dedans, quoi. Donc ça vient se télescoper avec l'actualité, sauf que on sait très bien, on n'est pas naïf, quoi. Ça a existé, ça existe et ça existera encore. C'est bien le problème.
Alors, on va essayer de rentrer un peu plus quand même dans l'album parce qu'on ne peut pas tout divulgacher, comme disent les Québécois. Oui. Et donc, on ne peut pas vous donner la fin qui nous fait dire à l'un comme à l'autre que c'est un personnage abject, ce Paul-Jean Husson. Ce qui est intéressant, c'est finalement l'épaisseur du personnage. C'est un fin lettré. Oui. Il a eu le prix Goncourt, visiblement. Il a une petite famille, une petite vie très bourgeoise, une bonne éducation. Il a beaucoup d'argent. Oui. Mais alors, il va fricoter. Est-ce que c'est le terme d'ailleurs? C'est plus du fricotage à ce Non, à ce niveau-là, c'est plus du fricotage. Il a couché avec. Ah oui, complètement. Non, il est complètement investi dans la collaboration. Il est pétiniste. Monsieur Hitler est quelqu'un de très très bien pour lui. Non, il a aucune excuse. Est-ce qu'on pourrait le comparer à Doriot, par exemple? Par exemple, oui, bien sûr. Romain Slocum s'est inspiré de personnes existantes. Ça se sent. Oui. Et alors, moi, ce qui m'a évidemment troublé, c'est cette espèce de visage de Janus Biffron. C'est un personnage qui, devant, est effectivement très respectable, mais qui, on voit, est capable d'employer tous les moyens les plus veules, je répète le terme, pour arriver à s'en sortir. Est-ce que, à votre avis, c'était une charge contre la bourgeoisie bien pensante et collaborationniste que Slocum développait dans son roman à cette époque? Je crois pas, non. De ce que j'en ai discuté avec lui, c'est un peu plus compliqué parce que lui, il a entré cette lettre, parce que c'est le roman, c'est sous forme épistolaire et c'était dans une collection et l'éditeur lui a demandé si la lettre qu'il aurait écrit, voilà. Donc il est parti de ça. Parce que je vous permets de vous couper, on pourrait comprendre que le titre Monsieur le Commandant, il faut expliquer que c'est une lettre écrite à Monsieur le Commandant. De la Commandantour. Voilà. Ouais. Et c'est une lettre, on peut dire, de dénonciation. Et puis, on va laisser 3 points de suspension. Ouais. Ne divulgachons pas. Non, mais en même temps, voilà, ne divulgachons ou ne spoilons pas, mais il n'empêche que dès le départ, on sait ce qui va se passer. Et c'est ça qui est horrible, c'est que tout le long du roman et de la bande dessinée, je pense, enfin j'espère, on se dit non. Eh ben si. Alors, vous avez déjà répondu à ma question que j'allais vous poser avant. Désolé. Mais non, c'est bien, moi j'aime bien ça, ça m'évite du boulot. C'était, avez-vous du mal à convaincre votre éditeur? A priori non, non, c'est il vous l'a proposé. Oui, quand l'éditeur, quand je lui ai proposé ce roman, il l'a lu, il a dit waouh, c'est dur. Et j'ai dit bah ouais, c'est dur. Mais alors après, comment vous avez travaillé avec Étienne Aubury? On avait déjà bossé ensemble sur le portrait de Simone Veil, le portrait croisé Simone Veil, Annick Cogent. Oui. Donc on se connaissait. Donc ça a été assez simple, assez naturel. Et de manière assez classique, avec un découpage classique. Alors, vous interférez sur le découpage, il a le totale liberté? Alors, dans ma manière de travailler habituelle, je fais une proposition de découpage et après, la personne, le dessinateur avec qui je travaille, adapte, fait un peu ce qu'il veut, mais c'est pour lui donner un peu l'image, la vision que j'ai de l'album. Et puis, ça permet de savoir à peu près en combien de pages on va le faire tenir. Alors, du coup, en combien de pages vous allez faire tenir? Moi, je peux vous le dire, hein, ça tient en 88 planches couleurs, monsieur. Donc, les dessins sont d'Étienne Aubury, qui est d'ailleurs passé par Angoulême, ici. Oui. Il a fait ses études de BDaste, on va dire ça comme ça. Vous êtes nordique? Nordique, ouais. Tout comme Jean-Luc Loyer, d'ailleurs. Hein, oui, je n'habite plus Lille, mais je suis lillois, oui. Et alors, d'ordinaire, on vous connaissait pour des scénarios avec une fibre plus sociale, on va dire. Donc là, vous êtes parti un peu... Enfin, moi, je pensais à ce que vous avez fait, par exemple, avec... il y avait Simone Veil ou La force d'une femme, évidemment, mais il y avait Noir Métal avec Jean-Luc Loyer. Ouais. Il y a La balance, le glaive et les fourmis, dont on va parler ultérieurement. Après, alors, La pyramide de Ponzi, non, c'est un peu différent, c'est avec Nathalie Ferlu. Oui. Finalement... vous avez décidé momentanément d'abandonner ce type de scénario. Vous allez refaire de l'adaptation? Qu'est-ce que... Alors, en fait, j'ai pas de plan de carrière. Ça, c'est une première chose. Ensuite... c'est pas comme ça que je vois les choses. Je fais aussi de la bande dessinée jeunesse. J'ai plusieurs albums qui sont sortis. Donc en fait, il faut que ça m'intéresse, il faut que j'ai envie, il faut qu'il y ait l'envie. J'ai pas envie d'être cantonné à juste à un type de bande dessinée. Maintenant, ça n'empêche pas. Là, avec Jean-Luc, on est en train de préparer, de travailler sur un nouveau projet où il va y avoir encore
social, non, c'est pas du social, mais c'est une immersion dans un lieu, etc. Donc, non, je pense qu'il faut vraiment que le sujet m'intéresse, il faut que ma curiosité soit éveillée et il faut qu'il y ait de l'envie. Sur les adaptations, par exemple, pour répondre à votre question, là, je suis en train de travailler, c'est surtout le dessinateur qui travaille maintenant, puisque j'ai terminé, sur l'adaptation d'un roman de Laurent Binet, La 7e fonction du langage, qui pour le coup n'est pas du tout quelque chose de très dur ni très social, mais voilà, ça m'amuse. Conciliabule. Avec quelques petites, comment dirais-je, touches de silence qui ont accompagné momentanément la technique. Des problèmes techniques, ça va s'arranger. Donc je rappelle que nous sommes toujours en direct sur les ondes de RCF Charente, en compagnie j'allais dire d'Étienne Aubury, non, parce que du coup il s'est perdu sur la route. Je pense qu'il s'est retrouvé un peu coincé dans les bulles, je pense. Donc merci Xavier Betaucourt d'être avec nous. Vous êtes scénariste, je le répète, et vous avez fait paraître aux éditions Phileas, sur des dessins donc de votre ami Étienne Aubury, Monsieur le Commandant, l'adaptation du roman de Romance Locombe. Le contraire, du roman de Romance Locombe. Oui, merci de m'avoir repris. Non, mais ça va, je crois que j'ai dû la faire 50 fois celle-là. C'est l'émotion. Qu'est-ce qu'on rencontre comme... Vous avez un parcours qui est plutôt de celui du journaliste. D'ailleurs, oui, j'étais journaliste pendant très longtemps. Voilà, vous avez travaillé pour la télé aussi, oui. Je crois. Oui, oui. Et quelles difficultés vous avez rencontrées finalement en rentrant dans le milieu de la bande dessinée? Qu'est-ce qui a motivé ce passage, ce changement dans votre vie? Il s'est fait de manière un peu naturelle et pas brusquement en fait. J'ai commencé à faire de la bande dessinée avec Jean-Luc Loyer en faisant du reportage en bande dessinée. Et en fait, j'ai trouvé que ce médium était de plus en plus adapté, m'intéressait de plus en plus par rapport à la télé, qui est quelque chose beaucoup plus de l'instantané. Donc voilà, il y a eu un mouvement assez naturel, mais ça m'a pris 7, 8 ou presque 10 ans avant de complètement laisser tomber la télé pour ne plus faire que de la bande dessinée. Il y a une beaucoup plus grande liberté, je trouve, à faire de la bande dessinée par rapport à d'autres médiums. Alors, on parle de plus en plus de l'importance des scénaristes. On peut déjà considérer que l'exposition consacrée à Goscinny, c'est déjà un hommage au travail de scénariste. On sait que c'est Goscinny qui est le premier en France, voire en Europe, on va dire au moins, à avoir tâché d'extraire un statut de scénariste. Il y a un prix René Goscinny, il y a une exposition sur vous allez me le dire mieux que moi, Lou Fang. Oui. J'arrive jamais à le dire. Je ne sais pas si je le dirais mieux. D'accord, merci. C'est un peu compliqué à dire. Donc, il y a le prix René Goscinny de cette année. Ouais. Vous, en tant que scénariste, est-ce que vous considérez qu'on va dans le bon sens, qu'il était temps qu'on donne un vrai statut de scénariste et reconnu surtout? Alors, le statut de scénariste existe depuis pas mal d'années quand même. Donc, ils ont une reconnaissance alors. Alors, au niveau de la reconnaissance, je ne sais pas. Je pense que malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Il y a un exemple tout bête. Dans les festivals, à Angoulême, on invite très peu les scénaristes, on invite surtout les dessinateurs, parce que la bande dessinée est très majoritairement vue comme des dessins. Enfin, comme quelque chose à partir du dessin, ce qui est légitime. Alors maintenant, à titre personnel, ça me dérange pas du tout d'être plus dans l'ombre. Voilà. Après, dès qu'on s'y intéresse un tout petit peu, on sait qu'une bande dessinée, c'est une histoire racontée avec des dessins. Donc il y a une histoire derrière. Donc il y a un travail de scénariste. Auteur complet, c'est quelque chose qui me fait vraiment doucement rigoler, parce que ça veut dire que je suis incomplet, mais j'en ai pas vraiment l'impression. Voilà. Et puis moi, j'ai aucune frustration à ne pas dessiner. Au contraire, ça me permet de travailler toujours en binôme, de toujours travailler avec quelqu'un avec qui je partage quelque chose. Donc voilà. Donc non, c'est dommage. Évidemment que c'est dommage. On est tous, quand on fait ce métier, on a tous envie de reconnaissance. Évidemment, sinon on ferait pas ça, je pense. Mais bon, après, on s'y habitue. Peut-être qu'on devrait pas, mais là, je suis assez à l'aise avec ça. Jean-Luc Loyer, donc bonjour, on va dire bonjour. ça, parce que vous n'êtes pas encore intervenu à l'antenne, mais vous êtes là, tel un
un observateur attentif. Et vous êtes à la fois un auteur complet, si j'ose reprendre votre expression, M. Betaucourt, et vous êtes en même temps un graphiste. Vous vous sentez où par rapport à cela? Comment vous voyez ce problème du scénariste qui, depuis des années, n'arrête pas de dire on n'est pas reconnu? Je pense à Rodolphe, par exemple, que j'ai croisé encore hier, qui doit avoir des centaines d'albums derrière lui. Rodolphe, un des plus fabuleux scénaristes de la bande dessinée franco-belge depuis 40 ans, il n'a jamais eu un prix, il n'a rien. Comme Christin, je ne pense pas qu'il ait eu un prix, Christin. Il a eu des petites... Il a été un peu reconnu grâce à Mézières, évidemment. grâce à Mézières. Oui, grâce à Mézières. Voilà, mais oui, grâce à encore Mézières. une fois. Alors Christin Mézières, c'était le couple, on va le dire quand même, de Valérian et Laureline. Oui, ou avec Bilal, la foire aux Immortels, Ouais. il était dedans Christin, aussi. Alors oui, c'était aussi ça. Mais c'était surtout Valérian. C'était surtout Valérian. Oui, l'importance du scénario et de l'écriture ou du porteur d'idées, on va dire, est quand même essentielle. On a même tendance à l'oublier, je dirais même dans d'autres médias, comme les séries télé ou même le cinéma. C'est que derrière, il y a la façade, il y a comment on représente les idées, et puis il y a l'auteur derrière qui écrit quelque chose. Avec Xavier, nous, on travaille à la fois comme ça, mais aussi en véritable binôme du fait que moi aussi j'ai écrit, et on se renvoie plutôt la balle. On est assez complémentaires dans la manière d'enquêter, et puis moi je me repose beaucoup sur dans les bouquins qu'on fait ensemble, sur l'idée de travailler avec un journaliste, avec quelqu'un qui a une vision plus, je dirais presque cartésienne, en tout cas plus pointue sur ce qu'on va découvrir. Et aussi, moi, peut-être l'emmener plus aussi à regarder l'humain, même s'il le fait à mon avis sans moi. Mais le binôme fonctionne bien comme ça, et qu'évidemment, remettre au goût du jour et en avant le scénariste est primordial, et c'est quelque chose auquel devra faire encore plus attention le Festival d'Angoulême. Mais dans la mesure où vous êtes, vous, un auteur complet. Alors là, les gens ne voient pas, mais j'ai fait des petits guillemets à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que vous êtes aussi capable donc d'écrire une histoire que de la dessiner. Est-ce qu'il vous arrive, à contrario, de reprendre le travail, par exemple, de Xavier et dire, écoute, là, sur ta page, là, je ne suis pas d'accord, ou ça ne va pas fonctionner, est-ce qu'on peut revoir ce découpage? Oui, souvent. Non, pas souvent. Tu dis rarement ça. Non, Non, mais on est tout le temps en train de parler, évidemment. Et vice-versa, je dirais. Mais donc, oui, mais bien sûr. C'est ça. Ouais, on est dans un échange, Mais et oui. on vient avec une mise en scène, quelque chose qu'on a vécu. Nous, c'est particulier parce que c'est du reportage, donc on a vécu quelque chose et on a notre point de vue différent. Et il m'est arrivé plein de fois de rajouter des cases, etc. Et aussi, Xavier, à la fin, d'en enlever. C'est comme ça. Et c'est aussi l'objectif, c'est d'avoir un tout qui fonctionne avec un regard de deux personnes, pour le coup, qui voient à la fois de deux manières, puis en même temps, on espère une certaine symbiose pour raconter quelque chose d'unique, c'est-à-dire ce qu'on a vu. On est quand même dans le roman graphique de reportage, et c'est quand même assez particulier quand même. On n'est pas dans une narration plus inventée ou plus classique, je dirais. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, on invente quelque chose à nous deux, à notre manière de faire. Oui, et puis ça fait, je sais plus combien on a fait d'albums ensemble, on en a fait quelques-uns, donc maintenant on a vraiment l'habitude de travailler ensemble. Et une complicité. Ouais, évidemment. Alors on va parler justement de cet album. Alors là, on laisse tomber momentanément Monsieur le Commandant, je rappelle, donc sur des dessins d'Étienne Aubury qui nous manquent bien, et tout d'après le roman de Romain Slocombe. Est-ce qu'on peut dire, je voudrais juste parler un peu sur le dessin, parce que je pense Oui. qu'Étienne va vraiment être coincé. Bien sûr. Ce qui a vraiment été important, ce qu'on voulait, on ne cherchait pas un dessin réaliste. On a, pour nous, enfin, on a beaucoup discuté sur la manière de représenter cette histoire. C'était cauchemardesque, c'est-à-dire qu'on est à la limite d'une espèce de caricature, mais pas caricature drôle, évidemment, mais voilà, avec des aplats de couleurs très, très lisibles pour donner plus de force, et en même temps en faisant attention à ne pas rajouter de la noirceur au récit qui est déjà extraordinairement noir. C'est un dessin un peu hiératique, moi j'ai le sentiment. Oui. Sans fioriture, il n'y a pas de trait de mouvement, beaucoup d'aplats de couleurs, une espèce d'immobilité de l'image, comme des plans qui se suivraient dans une sorte de silence crépusculaire. Moi, quand je suis sorti des 88 pages, outre le scénario dont on a laissé entendre largement qu'il est gratiné, il y avait ça, cet impact graphique, et vous faites bien finalement de le soulever, parce que je l'aurais fait avec Étienne s'il était venu. Peut-être qu'il va réussir à nous rejoindre, mais ça va être compliqué, je pense. Et puis on est déjà à 5 minutes de la fin de l'interview, alors ça va être un peu compliqué. Voilà, il y a vraiment une réflexion en amont, évidemment.
évidemment. Et sur la évidemment. mise Alors, on dit pas mise en scène, hein, Jean-Luc Loyer, pour une Ah, bande si. dessinée. On dit mise en page, mise en image, mise en planche. On peut dire mise en scène parce qu'il y a une vraie. Évidemment, ça fait référence à d'autres, au cinéma, au théâtre, etc. Mais oui, si, on peut parler de mise en scène, mais effectivement de mise en page et de cadrage, il y a plein de similitudes et c'est pas injurieux que de dire ça. Alors, on va quand même dire une chose, c'est que votre album, Monsieur le Commandant, c'est une fiction adaptée, on l'a dit, d'un roman. Quant à ce que vous avez fait tous les deux, c'est-à-dire Jean-Luc Loyer au dessin et vous, Xavier Hétaucourt, au scénario, et c'est sorti chez Futuropolis, ça s'appelle La Balance, le Glaive et les fourmis. Et là, on a plutôt affaire à une chronique sociale de ce qu'est la justice française au quotidien. On est allé pendant longtemps, ça, je crois qu'on est allé pendant plus de 2 ans, à l'intérieur du palais de justice pour voir son fonctionnement au quotidien. À Angoulême. À Angoulême, le palais de justice d'Angoulême. Oui. L'idée, c'était de casser les clichés. On pense tous savoir ce que c'est qu'un palais de justice, mais qu'est-ce qu'on a comme image en définitive ? On a les images qui sont données aux informations en sortie d'audience, souvent en assise, avec des avocats qui sont là, etc. Et c'est pas comme ça que ça. Enfin, c'est la justice au quotidien, c'est pas ça. Nous, on voulait pas de cinéma, on voulait pas de ces choses-là. On voulait vraiment montrer les gens qui travaillent, les fourmis en fait du titre, qui travaillent derrière des piles de dossiers et qui essayent de faire vivre cette institution malgré tout. Je dis malgré tout parce que c'est pas simple. Et ils vous ont largement ouvert leurs portes. Toutes les portes, sauf évidemment les délibérés après les assises, mais toutes les portes ont été ouvertes. Alors, toutes les portes ont été ouvertes. Il y a d'abord eu les autorisations formelles du ministre et après du président, du procureur, mais il y a aussi l'acceptation informelle de tous les magistrats et les greffiers et greffières qui y travaillent, qui nous ont acceptés, qui ont accepté de nous parler. On ne cherche pas des scoops, on ne cherche pas des choses incroyables, hein, ce n'est pas ça l'idée, mais qui ont accepté de se confier, nous montrer un peu leur quotidien, montrer comment ils vivent, parce qu'en fait, on ne sait pas ça. Alors, vous avez eu aussi, outre recours au dessin de Jean-Luc Loyer, ça a été accompagné d'un petit cahier photographique plutôt, qui a été fait par Théo Pingano, de la Société Synchronix, qui est un journaliste local, mais on va dire national. Oui. Travaille on est toujours le local de quelque mais part. Mais c'est vrai qu'il est d'ici. Il est d'ici. Oui. Il vient d'Angoulême, alors on se connaît depuis longtemps. Ouais. Et effectivement, quel a été l'intérêt d'apporter une vision photographique à votre travail, Jean-Luc, vous qui étiez le graphiste? D'abord, moi j'ai vu ça comme une confirmation d'un autre artiste du même regard ou des mêmes choses qu'on voyait, et qu'avec le prisme d'une réalité certaine qu'avaient les gens quand on voyait les photos, pour la justice, c'est pas mal de dire ça, c'est une vraie preuve de l'existence de certaines choses. Et puis après, la bande dessinée, c'est un peu faire bouger ça. C'est de dire, nous, on voit ça, et puis on fait bouger, les gens vivent dedans, etc. Et je crois que les deux ensemble s'accordaient bien. Je dirais presque que l'un illustrait l'autre. Et forcément, on est dans un album de BD c'est pas un album de photos, du coup, ça prend une grosse part. Mais n'empêche que dans notre démarche, il y avait un point commun, c'était l'œil, le regard, et puis de voir et de fixer des moments précis sur le papier. Et quelle a été la réaction de l'institution judiciaire? On le saura demain s'ils nous gardent. Oui, parce que demain... Alors allez-y, oui, j'allais y venir. Demain, c'est presque une restitution, je dirais. Expliquez ce qui se passe demain. C'est-à-dire que demain, au Palais de Justice, à 14h, il y a une rencontre. 14h30. 14h30, on a un débat sur la justice au quotidien. Et basé sur l'album. Sur l'album. Et puis, 2 ans après le Covid, etc., on va rencontrer les gens et revenir avec les interprètes du début, j'allais dire le président, le procureur, et ceux de maintenant, histoire de parler de tout ça et puis de faire le bilan, c'est pas le cas, mais en tout cas de discuter de ce qu'on a vu et de ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on n'a pas fait. Il y a plein de choses à dire. Alors, pour avoir lu l'album qui est paru, là, pour le coup, aux éditions Futuropolis, moi, je me souviens finalement de gens qui ne cessent de vous remercier de leur donner enfin une visibilité, une parole et une écoute. Non, mais c'est vrai, et c'est pas la première fois. Enfin, on a fait d'autres albums ensemble où j'en ai fait aussi. Il y a souvent un problème chez
y a pas assez de reconnaissance en règle générale. Mais en même temps, c'est pas si simple. Moi, greffier, je vais pas aller dans la rue en disant regardez mon métier. Voilà, on ne sait pas. Tout ce qu'ils entendent à longueur de temps, c'est la justice est trop lente, etc. Donc, ce sont des choses assez négatives. Là, pour le coup, l'idée, c'est pas de dire attention, tout va bien. Évidemment pas. Mais c'est de restituer une espèce de vérité. Et je pense, enfin, en tout cas, les retours qu'on a eus, c'est qu'effectivement, ils ont apprécié d'avoir ce regard honnête sur leur quotidien. Et est-ce que c'est lié au médium bande dessinée ? Je pense que ça joue. Je pense que ça joue parce que ça nous permet. Il y a plusieurs choses. Il y a le temps de la fabrication où effectivement une caméra c'est hyper intrusif, un micro c'est intrusif. Là, un cahier, un crayon, c'est soft. Ouais, voilà. Le temps long. Pouvoir y aller pendant 2 ans, les gens finissent par accepter de vous parler. Ils vous font confiance. Il y a on a fait des petites restitutions, mais ils n'ont pas lu. Il n'y a eu aucune censure, 0 censure évidemment. Et voilà. Et donc tout ça fait que, à l'arrivée, le médium bande dessinée se situe dans un autre temps, dans une autre temporalité. Ça permet justement de prendre le temps aussi de la lecture ensuite. Mais donc, est-ce que vous n'étiez pas confronté à une difficulté ? Je parle à vous deux d'ailleurs, du fait que là, il n'y a pas de matière véritablement narrative au sens où on a parlé de Monsieur le Commandant, qui est une adaptation. Là, on a affaire plus à des faits et que vous devez organiser en séquence narrative pour leur donner du sens, Jean-Luc Loyer. Oui, on la vivait, c'est un peu, c'est-à-dire le problème, mais c'est aussi ce qui est excitant, c'est qu'on la vit au quotidien. On arrive quelque part, on attend que quelque chose se passe et on est dans un lieu où forcément, tous les jours, il se passe plein de choses, des choses qu'on ignore. Et du coup, ça devenait intéressant. C'est impossible de décrire à un éditeur ce qu'on allait découvrir, mais on pouvait leur dire qu'on allait découvrir des tonnes de choses. Et du coup, c'est quand même pas mal. Mais bon, encore là, on essaye aussi de vendre d'autres projets comme ça, d'autres idées. C'est difficile de le dire, on va raconter ça parce qu'on n'en sait rien, mais on sera là, en fait. C'est un peu ça. Mais il faut organiser tout ça comme une petite séquence narrative, il faut quand même que ça... On raconte des histoires. Vous pouvez pas vous permettre de prendre simplement un plan comme ça. On raconte des histoires. Voilà. C'est pas du journalisme illustré. Voilà. C'est de la bande dessinée. C'est-à-dire que, c'est une espèce de puzzle ou de mosaïque. C'est plein de petites touches, plein de petites histoires qui, en définitive, racontent le quotidien du palais de justice. Faire autrement, enfin en bande dessinée, ça me semble impossible. En tout cas, c'est pas du tout notre démarche. Et alors, comment l'album a-t-il été maintenant reçu, j'entends, par le public ? Eh ben, on n'en sait rien. Parce qu'il est sorti depuis environ 6 mois, un peu plus. C'est que ça, mais avec le Covid, nous, il y a quasiment pas eu de festival. On a très peu rencontré le public. Le public qu'on a rencontré, ce sont les gens du palais de justice qui l'ont lu et qui, eux, bon... en même temps, c'était pas gagné. Hein. Il fallait... ils étaient exigeants aussi. Il y avait une restitution. Et ils ont vraiment aimé ça parce qu'ils n'ont pas été trahis. Ils se sont retrouvés. Ils ont retrouvé vraiment toutes les problématiques qu'ils vivent au quotidien. Oui, il n'y a pas eu de critique. Vous, par exemple, Jean-Luc, sur du style « vous m'avez mal représenté » oui, ou « vous avez trahi ». Non. C'était le point dès le départ, moi j'ai été clair, je dessine pas les gens, je dessine déjà des acteurs qui jouent des rôles, parce que déjà je sais pas dessiner les portraits, et puis ça me permettait aussi de scinder de regrouper en deux des personnages, des personnages qui étaient différents, d'en faire un seul avec deux, et puis d'inventer des choses, à la fois pour réserver une certaine forme d'anonymat, parce qu'il y avait aussi ça, et sachant que derrière ça, les gens pouvaient parler plus facilement. Et finalement, ce qui reste de ça, c'est que les gens concernés se reconnaissent, mais finalement, il est difficile de dire « lui, c'est lui qui dit ceci, qui dit cela ». Non, et on était vraiment pour raconter la justice et la manière dont c'est rendu. Et les gens qui font la justice. On raconte les gens, mais peu importe les noms, etc. Le procureur, quand le procureur parle,
Tout le monde sait qui est le procureur dans le palais de justice. Pareil pour le président. Par contre, les magistrats ou les greffiers, les greffières, il n'y a pas de nom. Et puis, c'est très bien ainsi. C'est très bien Oui, ainsi. puis il y a une problématique là qui est angoumoisine, mais qui est nationale. Bien sûr. Et c'était aussi l'idée, c'est qu'au fond, si on le lit à Bobigny, on peut découvrir qu'au fond, oui, c'est d'ailleurs les tribunaux se ressemblent relativement, et qu'au fond, ça peut être là aussi. Et du coup, d'où l'intérêt peut-être de faire des personnages, je ne vais pas dire neutres, parce qu'ils ont quand même de sacrés caractères, mais au moins qui puissent aller un peu partout. Messieurs, je vous remercie d'être venus et Jean-Luc Loyer d'avoir permis que l'on discute en plus de ce fameux album Monsieur le Commandant, donc signé Xavier Betaucourt et Étienne Aubury d'après le roman de Romain Slocombe aux éditions Filas. On a rajouté en même temps La Balance, le glaive et les fourmis, donc dessiné par Jean-Luc Loyer et donc scénarisé par vous Xavier Betaucourt. C'est aux éditions Futuropolis et je tiens à dire que demain donc il y aura une conférence qui sera ou plutôt une rencontre débat qui va se situer de 14h30 à 16h30 au Palais de Justice. Oui, au Palais de Justice. Oui. Et ensuite, vous serez en dédicace, y compris au Palais de Justice. Donc là, vous essaierez de voir un petit peu comment ça fonctionne auprès d'institutions judiciaires. Oui, tout à fait. On vous remercie en attendant. Quant à nous, on va se retrouver un petit peu plus tard pour une nouvelle interview en compagnie de Nicolas Puzna pour nous parler de Mégafauna. Mais en attendant, je serais tenté de dire, scénariste, quel métier! Cette interjection, ce n'est pas une bulle d'Astérix, mais c'est le nom de l'exposition qui est consacrée à Goscinny et qui se tient au musée d'Angoulême et qui aura lieu jusqu'au 20 mars, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. Et je crois, Denis, que vous étiez dans cette exposition. Et oui, et pour la première fois depuis le début du festival, cette rétrospective met en lumière le travail de l'ombre de cet homme qui invente le métier de scénariste, qui n'était pas reconnu en France jusqu'à l'arrivée d'Obélix et d'Astérix. C'est tout ce parcours que met en avant l'exposition retracé par un des commissaires, c'est Jean-Pierre Mercier. Écoutez-le. L'homme qui d'abord est un dessinateur, qui grandit en Argentine, qui commence à travailler professionnellement comme dessinateur en Amérique, qui revient en Europe en espérant devenir auteur de bande dessinée et qui, travaillant pour la Belgique dans les années 50, devient scénariste parce qu'il rencontre des auteurs, des dessinateurs aussi talentueux que Uderzo, Sampé, enfin bon, voilà, des pointures. Et très vite, il se rend compte que il vaut mieux qu'il se mette sur le texte, c'est là où il est le meilleur. Qui va aboutir au succès d'Astérix, qui va faire que le métier de scénariste est reconnu. Et c'est lui qui va donner les lettres de noblesse au métier. Alors l'exposition révèle également les ressorts de l'écriture de Goscinny, 20 années d'écriture, au cours desquelles René Goscinny a imaginé plus de 450 scénarios de bande dessinée. Un travail de scénariste scénarisé dans une exposition. C'était là le défi pour le studio Golem de La Rochelle. Eva Sarfati est gérante de cette agence de scénographie. C'était assez passionnant parce que d'un point de vue scénographique, notre positionnement, il a tout de suite été sur le travail d'écriture, plus que le travail finalement du dessin. On a évidemment voulu créer un univers typographique assez important, avec différentes typographies, l'univers évidemment de la machine à écrire qui est un peu au cœur du sujet, mais également tout l'univers qu'on a dans notre inconscient collectif, avec les phylactères, les punchlines vraiment de Goscinny. Donc ça, on a vraiment cherché à le créer, avec le papier comme élément sensible en fait dans la scénographie. La machine à écrire, c'est l'outil de travail de Goscinny. À partir du moment où une histoire germe dans son esprit, il jette des idées sur un papier, éventuellement esquisse des petits croquis et à la machine, il met tout en scène, les dialogues, l'équilibre des personnages dans les cases, le découpage, il peut rajouter quelques croquis. Un travail époustouflant pour Jean-Pierre Mercier. Il coupe sa page en deux. Sur la colonne de gauche, il décrit case à case tout ce qui se passe. Le personnage entre, ouvre une porte, saute sur un cheval, etc. Et à droite, il met le dialogue. Et il envoie ça au dessinateur, et le dessinateur se met à travailler de son côté. Et c'est comme ça que se font les Lucky Luke, les Astérix, les Is No Good, etc., etc. Et ce qui est frappant, c'est que ces pages tapées à la machine n'ont quasiment jamais de rature. C'est Goscinny, c'est absolument net et sans bavure. Évidemment, tout ne s'est pas fait en un jour. Goscinny a essuyé beaucoup de refus avant d'être reconnu. C'est toute cette vie qui est proposée dans cette exposition. René Goscinny, scénariste, quel métier!
Merci Denis, et je rappelle surtout la nouvelle importante, c'est que l'exposition est à voir seulement jusqu'à dimanche soir, c'est bien dommage, et elle a lieu au musée d'Angoulême. On va se retrouver après un petit peu de musique pour parler de Mégafauna de Nicolas Puzna, qui est paru aux éditions Sarbacane. À tout de suite. Tout le monde il veut seulement la thune, et seulement ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame, et seulement ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre, photo sur Insta c'est obligé. Sinon au fond à quoi ça sert, si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon, t'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue j'aime bien jouer, si c'est de moi dont on va parler, où j'oublie tout et je m'en vais. Moi je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon, t'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Et puis à quoi bon, t'es tellement seul avec ton argent. Tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps avec des miches de sans sentiment. Au fond j'avoue que même moi, je fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune. Tout le monde il veut seulement la thune, et seulement ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la thune, tout le monde il veut seulement la fame, et seulement ça les fait bouger. Et puis à quoi bon, t'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. RCF Charente. Sur le site de la radio. Voilà, toujours en direct du Festival de la bande dessinée dans les locaux de radio RCF Charente pour Mégafauna, qui est un album de Nicolas Puzna qui est paru donc en mars 2021 aux éditions Sarbacane. J'ai donc la chance d'avoir avec moi Nicolas Puzna. Bonjour. Bonjour. Alors je vais tenter, et vous allez m'aider, de résumer un petit peu de quoi il est question, parce que Mégafauna c'est un album un petit peu différent, on va dire. Alors je sais pas ce qu'il faut entendre par différent, mais on a l'impression au départ qu'on rentre dans une heroic fantasy, après on se dit c'est un peu fantastique, et puis finalement est-ce que ça serait pas un petit peu médiéval? Bref,
On a un petit peu de mal à se situer dans cette espèce d'Uchronie. Bon, et en 2 mots, on a 2 peuples, les Norse et les Sapiens, qui tous les deux cohabitent sur une terre qui est séparée par un long mur, une muraille, qui oppose donc les 2 civilisations. Et un jour, la muraille se ferme, les échanges s'arrêtent et les les Sapiens ne comprennent pas pourquoi les Norse tout d'un coup bloquent le passage et ne veulent plus aucun contact. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé la chose? Oui, on peut ajouter des petites choses. On peut dire que en fait, c'est une uchronie au sens où l'histoire est modifiée. J'ai imaginé un Moyen-Âge, un 15e siècle, dans lequel on aurait non pas une seule espèce humaine, mais 2, avec un homme de Néandertal qui aurait survécu pendant 40 000 ans, avec 40 000 ans d'évolution, ce qui implique des changements physiques. Donc j'ai pu inventer un Néandertal plus proche de nous, et un peu à ma manière, puisqu'on ne sait pas ce qu'aurait donné 40 000 ans d'évolution. Oui, vous l'avez fait un peu prognate, par exemple. Oui, il a gardé ses arcades sourcilières très prononcées. J'ai voulu les faire très grands, presque géants. Et j'ai pensé que ça pourrait être une espèce qui évoluerait différemment de la nôtre, parce qu'il n'y aurait pas de différence physique entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire pas de dimorphisme sexuel. Les femmes et les hommes ont la même puissance, la même force en fait, et la même stature chez les Néandertaliens de mon époque, du XVe siècle. Alors pourquoi, oui, vous parliez de Moyen-Âge, donc 15e c'est la toute fin du Moyen-Âge. Hein. Qu'est-ce qui vous a fasciné finalement dans cette période, au point de vouloir faire bifurquer l'histoire ? Alors c'est une période qui m'intéresse parce qu'elle concorde avec la découverte d'une autre partie de l'humanité, qui est celle d'Amérique en fait, des sapiens d'Amérique, qui a été séparée de la première pendant 15, 16, 17 000 ans, on ne sait pas exactement. Donc c'est une époque charnière, un moment clé de l'humanité, tout comme était, j'imagine, un moment clé de l'humanité, cette rencontre entre Sapiens, qui est sorti d'Afrique et qui a rencontré Néandertal, sans savoir qu'il s'agissait d'une autre espèce sans doute, mais qui a rencontré ces étrangers avec un physique très différent. Et je crois pour moi, ce sont 2 moments de l'histoire de notre espèce qui sont peut-être les plus mystérieux, les plus dramatiques peut-être. On ne sait pas ce qui s'est passé il y a 40 000 ans, mais on sait ce qui s'est passé au XVIe siècle avec l'arrivée des Espagnols en Amérique et le génocide qui a suivi. Ah d'accord, vous faites finalement une sorte de comparaison entre l'arrivée des Sapiens il y a 60 000 ans, on va dire à peu près en Europe, et leur rencontre avec les Néandertaliens qui étaient là, eux, depuis au moins 200 000 ans. Ah oui, il y a la montée des hominidés vers l'Europe est très très ancienne, mais cette rencontre entre les 2 espèces est finalement très récente. Au regard de l'histoire de l'humanité, ça fait 40 000 ans. Quoi. Et assez controversé, parce qu'on nous disait qu'ils ne pouvaient pas enfanter alors que c'est le cas. Oui. On nous a dit que les Néandertaliens n'avaient pas de forme d'art alors qu'en fait on en a finalement découvert. On nous a dit que ce n'était pas un homo habilis parce qu'il n'était pas très doué dans les outils, mais on s'est rendu compte que quand même il savait faire lui aussi largement, qu'il enterrait ses morts. Donc en fait, est-ce que les différences que vous tentez vous aussi de mettre en jeu dans Mégafauna recouvre celle que l'on connaît historiquement? Alors un petit peu, mais comme j'avais une totale liberté d'invention, puisque c'est une uchronie, donc il fallait tout réinventer, j'ai donné à mes Néandertaliens, qui s'appellent donc les Nords dans mon monde, des religions, une culture, une façon de s'alimenter très différente, une architecture aussi. Donc j'ai réinventé tout un monde. Il y a quelques petits liens avec ce qu'on sait de Néandertal, mais en fait, c'est un monde imaginaire, c'est un conte philosophique. Et surtout, je voulais que ce soit une aventure initiatique, avec un regard assez ingénu de 2 personnages, Pontus et Timo, qui sont des jeunes sapiens, envoyés en ambassade du côté des Nords, et doivent traverser cette muraille dont vous avez parlé, qui a été construite au fil des millénaires en Europe, et découvrir cet autre monde, cet autre peuple qui leur est inconnu, en tout cas qui n'ont jamais vu de visu. Et c'était là tout l'intérêt, quoi. Ce regard ingénu sur un monde totalement différent et perturbant et envoûtant à la fois. Alors, on va poursuivre un petit peu, sans trop divulgacher, comme je disais, avec un petit clin d'œil pour les Québécois, votre album, parce que justement, il ne faut pas gâcher l'album en disant trop, mais vous avez fait allusion vous-même à vos 2 héros. Vous voyez, je mets même des guillemets quand je parle de Pontus et de Timo, parce que sont-ils véritablement des héros? On a plutôt le sentiment de Ludion, qui sont emportés par une histoire qu'ils ne maîtrisent absolument pas, à la fin tragique,
sans gâcher la fin, on peut quand même dire que votre histoire, elle est terriblement réaliste. Elle est certes allégorique, certes c'est une uchronie, mais quand même, ce que vous racontez des luttes de pouvoir, de l'acculturation, des différences, de la superstition, de l'importance de la religion, ce sont quand même des choses qui sont très humaines et dans lesquelles nos deux héros sont embarqués, sans pouvoir faire grand-chose. Oui, c'est vrai que ce sont deux personnages un peu vierges dans tous les sens du terme. Ils sont Des jeunes. pages blanches et sur eux s'inscrivent tous ces enjeux dont vous parlez. Alors, comme c'est tout un monde avec deux sociétés et leur complexité, leur hiérarchie, leur structure religieuse, etc., et il y a aussi beaucoup d'intérêts. Il y a de la cupidité. Du côté des Néandertaliens aussi, Oui. il y a des enjeux et ce ne sont pas du tout des saints. Hein, ce sont, Il y a des manipulations. oui, beaucoup de manipulations avec des choses assez inattendues. Vous avez raison, mais on ne va pas raconter la fin. Mais c'est vrai que moi, j'aimais bien ce duo de personnages lancer mes deux gars qui ont la vingtaine et qui sont de jeunes médecins. Qui sont pas des oies blanches non plus, puisqu'il y en a, on peut le dire, qui piquent des objets Oui, pour les ramener chez lui parce qu'ils ont de la Oui. valeur. L'autre l'engueule. bien Et sûr. finalement, l'autre se prend pour un stratège politique et ça va lui rééclater au visage plus tard. Donc, en fait, à tout point de vue, et je vous ai interrompu, je vous prie de m'excuser, mais moi, ce qui m'a semblé étonnant, c'est le côté terriblement irréel dans le monde que vous présentez, mais totalement réaliste et réel, la manière de se comporter des personnages et même l'histoire que vous racontez. Oui. Elle est terriblement humaine, quand même. Ils sont agités des mêmes Des tourments. tourments, des mêmes passions que nous et que je pense toute l'humanité. Mais ce sont deux personnages que moi j'aime bien les duos de personnages comme on le retrouve dans pas mal d'œuvres littéraires aussi. Je pense j'ai toujours en mémoire des duos qui m'ont plu comme Bouvard et Pécuchet chez Flaubert. J'y pensais. Candide et Pangloss Oui. et tant d'autres. Et en même temps, moi, je voulais raconter quelque chose qui soit profond et presque tragique parfois, mais aussi très léger, avec de l'humour. Voilà. Donc c'est un duo tragicomique de ces deux personnages, Pontus et Timo, et j'aime bien leur dialogue aussi, la façon dont ils dialoguent par rapport à ce monde qu'ils découvrent, qu'ils vont découvrir et qui les interpelle, qui les étonne, qui les abasourdit aussi. RCF Charente. Toujours en compagnie de Nicolas Puzna pour parler ensemble de Mégafauna aux éditions Sarbacane, un album qui est paru l'an dernier et qui est d'ailleurs, on va le dire, retenu dans la sélection officielle. Vous avez été flatté de découvrir votre album parmi les 50 à peu près albums sélectionnés par le grand jury d'Angoulême. Alors oui, c'est très heureux, très content d'être encouragé. On travaille souvent seul quand on fait une bande dessinée, c'est très long. On est accompagné par un éditeur, par Sarbacane, et puis toute l'équipe de la maison d'édition. Ça, c'est super important et c'est ceux qui nous soutiennent. Mais c'est vrai que rencontrer le public et puis une reconnaissance de cet ordre-là, c'est magique. Voilà, je suis très, très content, très flatté. Même si vous n'avez pas le prix, déjà, c'est bien d'être sélectionné. Ah oui, c'est une, c'est une victoire déjà d'être là, d'assister à la cérémonie. Et puis on verra. Je vais prier le grand Karbac, qui est une des divinités des Nords. Est-ce que, justement, vous n'avez pas derrière vous un grand passé de créateur de bande dessinée? Vous avez Espèce invasive qui est sorti en 2019 au même éditeur Sarbacane. Il y a eu Musidora en 21 aux éditions Robinson. Et maintenant, on vous prête une vie itinérante. Moi, j'ai lu que vous aviez enseigné en France, en Belgique, vous êtes parti en Argentine, vous avez voyagé à travers l'Amérique du Sud. Donc, du coup, au bout du 3e album, boum, vous auriez peut-être déjà comme ça tiré le gros lot. C'est plutôt encourageant, non, de faire de la bande dessinée? Je ne sais pas, on va voir, mais c'est vrai que c'est très encourageant. Et puis, au fond, un travail littéraire, parce que pour moi, la BD, c'est en lien avec la littérature. C'est quelque chose qui se prépare au long cours, au long terme. En fait, j'ai l'impression d'avoir préparé tout ça, ces histoires, pendant toute ma vie. Pour écrire un conte, je pense qu'on accumule toutes sortes de références inconscientes et lorsqu'on se met à l'écriture, tout cela ressurgit
Et c'est le fruit de toute une vie, en fait. Oui, j'allais vous demander, j'avais écrit là dans ma petite fiche, est-ce que vos nombreux voyages en Amérique du Sud ont contribué à l'écriture de ce récit? Donc vous y répondez un peu par avance, oui. Mais oui, tout à fait. Les voyages en général, la rencontre de l'autre, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, c'est toujours des moments très forts où on est interloqué, un peu comme mes deux héros, et parfois surpris, parfois dérangé. C'est le thème de l'acculturation, en fait, qui vous passionne. Oui, le rapport avec la culture de l'autre et ce qu'il peut y avoir d'inquiétant, d'étrange, mais en même temps de très attirant, la plupart du temps. C'est omniprésent dans Mégafauna. Oui, à tous les niveaux, les personnages sont confrontés, par exemple, à la nourriture. Voilà. La nourriture étrange, aux odeurs. D'ailleurs, les deux parties ne peuvent pas se sentir au sens propre du terme. Oui, ils ont du mal à supporter l'odeur de l'un et de l'autre, et c'est normal. Et on peut imaginer que si nous étions mis en présence d'un néandertalien dans ce studio de radio, on serait très, très surpris, peut-être dérangé, peut-être qu'on aurait peur, et peut-être qu'on sentirait des odeurs qu'on ne connaît pas. Et alors, vous avez même introduit la sexualité dans cette différence culturelle. Oui, sans vouloir dévoiler le livre, il me semble qu'il fallait... De toute façon, ça a eu lieu, on le sait, puisqu'on a une partie de notre ADN qui est constituée de petits morceaux de Néandertal. Oui. Il y a eu une hybridation quelque part, il y a très longtemps, et je me suis dit qu'il fallait poursuivre l'aventure jusqu'au Moyen-Âge. Et la rencontre du désir, c'est la question du désir. Est-ce qu'on peut désirer un homme ou une femme, mais qui n'est pas de la même espèce humaine? C'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse, puisqu'on est la seule espèce humaine qui persiste. Alors, finalement, les Norse et les Sapiens sont, certes, dans une certaine mesure ennemis, mais on se rend bien compte qu'ils sont partenaires. Et est-ce que c'est ça, in fine, le sens de votre allégorie? C'est de dire qu'en dépit des différences, il y a plus de choses qui nous rapprochent que qui nous séparent. En tout cas, ils ont tout intérêt à échanger, à se rapprocher. Il y a chez les Nords la volonté ancestrale de se séparer des Sapiens, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être par crainte, peut-être parce qu'ils ont rencontré une espèce qui leur semblait trop agressive, trop prédatrice. Peut-être qu'ils ont eu l'intuition aussi que faire une immense barrière les protégerait des maladies. Les Américains, quand ils ont vu débarquer les Espagnols, ils étaient loin de se douter qu'ils allaient être décimés par des êtres grippe, invisibles. La petite vérole et autres maladies salopes, pardon pour l'expression, mais qui ont été trimballées. C'est 90%, je crois. Exactement, oui. Hein, on pense toujours au massacre de Cortés, mais en fait, ça a tué beaucoup moins que la grippe. Oui, les Amérindiens mouraient au fond des forêts amazoniennes sans avoir jamais vu un Espagnol. C'est ça. Ouais. Et lorsque les conquistadors arrivaient ou pénétraient la forêt, il n'y avait plus personne depuis longtemps. Et Ménor, vous voyez, dans cette histoire, ils ont eu l'intuition, tout en ayant une médecine quand même très rudimentaire, puisqu'il est question de médecine dans mon livre aussi. Oui. Les deux héros sont des médecins de la fin du Moyen-Âge, quoi. Ils ont eu cette intuition de se protéger de l'autre. Alors tous ces thèmes qui apparaissent au fur et à mesure, on a cité la religion, on aurait pu parler le pouvoir de la superstition que vous mettez énormément en avant avec ces chapeaux ridicules que chacun des Norse est obligé d'arborer dès qu'il sort à l'air libre. Ça m'a fait beaucoup rire. On a vu le pouvoir politique, on a vu les manigances, on a vu la différence culturelle ou l'acculturation, l'écologie, l'économie. Est-ce que, parce qu'il est question d'économie, on voit très bien à un moment que s'ils sont partenaires, c'est qu'ils ne peuvent faire autrement. Donc, est-ce que tous ces thèmes se sont imposés à vous au fur et à mesure, ou est-ce qu'ils étaient finalement déjà là dans le script de base que vous aviez certainement élaboré dans votre tête, voire sur du papier? En fait, l'élaboration d'un scénario, ça part de la convergence de quelques idées. Et ensuite, les choses s'agrègent petit à petit. On ajoute jusqu'à obtenir un ensemble qui nous semble satisfaisant. Pour ce scénario, il y a eu 6 ou 7 réécritures. Donc, au fur et à mesure, oui, j'ai exploré divers aspects de la société Nord parce que c'était nécessaire, quoi. Et pour rendre aussi ce monde immersif et crédible aux yeux du lecteur, avoir le sentiment d'être vraiment dans un monde différent, quoi, un monde complètement différent du nôtre. Mais cohérent. Et cohérent avec sa structure et sa logique interne. Par exemple, les Nords n'accordent pas du tout de valeur à l'or, de valeur monétaire. Mais de même que les Amérindiens. Vous voyez, il y a des choses comme ça que je suis allé chercher dans la controverse de Valladolid, par exemple. Oui. La pièce de théâtre de Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière. Et
mais aussi dans les écrits de Bartolomé de Las Casas, ouais. voilà, qui écrivait qui parlait de la destruction des Indes au XVIe siècle. Et ces gens-là avaient vu déjà des différences de valeurs entre des choses qui semblaient aux Européens évidentes, comme la valeur de l'or, et pas du tout aux Amérindiens. En tout cas, ils n'accordaient pas le même prix. Ça fait penser finalement à Montaigne, Les Cannibales, le fameux texte dans lequel il est le premier en Europe finalement à se poser la question de savoir qui est le plus dégénéré et qui est le plus sophistiqué. Est-ce que ce sont nous les Occidentaux qui brûlons des femmes sous prétexte de sorcellerie, ou est-ce que ce sont ceux qui, soi-disant, mangent de la chair humaine? C'est tout le sens de dans les essais vers 1572, Montaigne pose cette question qui finalement a été évoquée par Bartolomé de Las Casas à Valladolid. Donc on retrouve cette espèce de zone chez vous dans cet album. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que plutôt que d'en faire une grosse niaiserie Heroic Fantasy de plus qu'aurait pu paraître chez un autre éditeur, vous avez au contraire mis en place un univers, mais vous avez, comment dirais-je, bougé vos pions avec le plus de réalisme possible. Donc on va le dire tout de suite, n'y attendez pas d'épée magique, de sortilèges, de vilaines sorcières ou encore de quête absolue. C'est ça qui est intéressant. Vous avez fait une espèce de... Et là, je prends un peu plus longtemps la parole, mais d'allégorie avec un sens, une peinture Heroic Fantasy, mais à l'intérieur, tout se passe finalement beaucoup plus proche du monde que nous, on occupe. Oui, en un sens, c'est pas du tout de la fantaisie, il n'y a pas de magie. Voilà. Non, j'ai voulu créer un monde relativement réaliste. Et bon, en même temps, c'est un conte et une aventure, donc il faut aller plus vite que dans un roman de 600 pages. Hein. C'est une bande dessinée, donc voilà, les choses s'accélèrent et on a en quelques pages finalement énormément d'informations qui nous sont données par l'image et le jeu entre l'image et le texte. C'est vrai que c'est une bande dessinée où il y a beaucoup de texte, oui. mais j'y accordais du prix et je pense qu'on a du plaisir à lire parfois une bande dessinée où il y a un texte qui se déroule de façon relativement littéraire et sans gêner pour autant l'aventure qui avance. Et voilà, c'est de ce côté-là que j'ai voulu aller. Avec un soin apporté au dialogue aussi, ce qui est assez rare en bande dessinée. Il n'y a pas tellement de gens qui écrivent de bons dialogues. Et vous, effectivement, c'est très coulant. Les informations y sont sans que ce soit jamais ni didactique ni pesant. La dernière question, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste à peine quelques minutes, c'est évidemment de savoir si vous allez continuer sur cette lancée-là, si d'abord, vous êtes satisfait du bon accueil qu'a reçu Mégafauna, aussi bien par la critique que par le public, et si deux, vous entendez donner soit une suite, soit un petit frère ou autre chose. Oui, tout à fait. Non, c'est une bonne question. Le Mégafauna est un univers qu'on n'a pas voulu, moi et mon éditeur, laisser tomber. C'est un univers qui est très riche et on a voulu l'amplifier. Donc il y aura un deuxième volet, ce sera un diptyque avec la poursuite des aventures de certains personnages. Il y a tellement de choses à explorer dans ce monde. C'est dommage de perdre un monde virtuel lorsqu'il est créé. Allons-y. Alors il y aura un deuxième volume qui sera paru aux éditions Sarbacane début 2023. Ah, et toujours à peu près sur la même pagination, 90-92 pages couleurs, oui, comme ça. Un volume similaire, oui. Et est-ce que c'est votre première venue au Festival d'Angoulême ? Alors c'est la deuxième récente en tout cas. En 2019, j'étais là pour Espèces invasives. C'est vrai. C'était juste un mois avant la pandémie. Et voilà, et mon histoire racontait en Espèces invasives une étrange pandémie d'insomnie. Je me souviens. Voilà, ça m'avait fait très drôle de me retrouver dans la réalité avec quelque chose qui ressemblait un peu à ma fiction. Et satisfait d'être à Angoulême quand même ? Très heureux de voir que les choses se réouvrent, de rencontrer le public vraiment chaleureux, qui est content d'être là. Et c'est un espace de rencontre surtout, de création également. Voilà, je suis ravi. Ouais. Je pense qu'on va passer 3 très belles journées qui viennent. Alors, il faut quand même situer le stand de Sarbacane. Il est sous la bulle du Nouveau Monde. Pour les Angoumoisins, on appellera ça la place New York, c'est-à-dire face au théâtre de la ville. Et vous êtes en dédicace assez régulièrement. On s'y est vu hier soir. Vous êtes visible tout à l'heure, demain, pour que nos auditeurs éventuellement viennent découvrir votre travail et vous découvrir. Oui, j'y serai demain après-midi, à partir de 16h, et également le dimanche en fin de matinée, début d'après-midi. Du coup, comment se passe votre rencontre avec les lecteurs ? Ils sont aussi curieux que moi ou Alors, il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler de cette histoire et qui en étaient curieux. Quelques-uns qui l'ont déjà lu et qui viennent tout simplement parler avec l'auteur, et c'est un moment vraiment sympa. Il y a beaucoup de curiosité, c'est chouette, c'est un festival où les gens viennent aussi rencontrer des choses qu'ils ne connaissent pas. Peut-être particulièrement dans le Nouveau Monde, dans la bulle du Nouveau Monde,
On voit une grande appétence des gens pour voir ce qui se fait en ce moment et ce qui est nouveau. Et ils sont prêts à découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux univers de BD. Alors ça c'est donc place New York ou la bulle du Nouveau Monde. Pour les gens qui ont plus envie de retrouver les gros éditeurs, on les enverra à la place du Champ de Mars. Casterman est là, Dargaud est là. Et surtout, vous êtes là. Je rappelle, Nicolas Puzna, que vous avez donc fait paraître Mégafauna aux éditions Sarbacane. C'était en mars 2021. On vous souhaite en attendant plein de bonheur avec cet album qui RCF Charente, à qui déjà Angoulême, donc sur vous a 96.8. donné une place dans la sélection officielle. Merci et bon courage et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Mars 2022, de 10h à 18h, à la salle des fêtes de Chalais, en présence d'une quarantaine d'auteurs régionaux. Avec en invité d'honneur Françoise Barbin-Lécrevisse, auteur et chroniqueur culinaire.